en direct du Théâtre du Rift, en collaboration avec vos télévisions communautaires, Témiscamingue, Kipawa, TV Témis, Journal Le Reflet, le Théâtre du Rift et CKVM vous présentent le débat entre les candidats à la préfecture de la MRC de Témiscamingue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au débat des candidats à la préfecture de la MRC de Témiscamingue. Je me présente, mon nom est Annie Larivière et j'agirai à titre d'animatrice de ce débat qui, tel que mentionné dans l'ouverture, est organisé par un consortium de médias témiscamiens composé du journal Le Reflet, les télévisions communautaires de Témiscamingue, Kipawa, TV Témis et CKVM. Mais mentionnons également la présence dans la salle de journalistes qui représentent d'autres médias, soit Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue, le journal La Frontière et RNC Média. Donc, merci d'être là pour couvrir cet événement. Nous tenons également à souhaiter la bienvenue aux gens du public, bonsoir, qui sont avec nous, et nous saluons les auditeurs, les auditrices de CKVM qui sont présentement à l'écoute, puisque le débat est diffusé en direct sur les ondes du FM 93.1, 92.1, et les téléspectateurs de TV Témis, TV CTK peuvent également voir le débat en direct. Donc, bonsoir à vous également. Comme vous le savez, il y aura élection à la préfecture de la MRC Témiscamingue le 5 novembre prochain. Et le débat de ce soir a pour but de faire connaître aux électeurs les candidats, mais également leur position sur des enjeux qui touchent notre région. Certains d'entre vous se demandent peut-être quel est le rôle et le mandat d'un préfet à la MRC Témiscamingue. Tout d'abord, rappelons que la municipalité régionale de comté de Témiscamingue, communément appelée la MRCT, c'est une organisation qui réunit toutes les municipalités du Témiscamingue. Elle gère différents mandats à portée territoriale. Et depuis 2009, le préfet de la MRC de Témiscamingue est élu au suffrage universel. Et parmi les avantages d'avoir un préfet élu, on peut mentionner la crédibilité que ça donne au poste qui permet d'intervenir de façon plus efficace pour l'animation du milieu, mais aussi la coordination de dossiers. Ça abolit aussi le cumul des fonctions de maire et de préfet et ça permet d'assumer plus de responsabilités, de porter des dossiers plus complexes et d'être davantage présent pour les communications. Le préfet élu favorise aussi l'adoption d'une vision territoriale et l'implication de la MRC dans des dossiers de secteurs d'activité qui sont complémentaires, comme le milieu communautaire, l'éducation ou la santé. Donc, ça favorise une vision intersectorielle du développement. Un préfet élu apporte aussi une neutralité, une capacité accrue d'arbitrage et de médiation auprès de ses confrères de la table des maires. Quel est le mandat maintenant d'un préfet? En vertu du code municipal, il préside le conseil de la MRC et il doit voir à ce que les revenus de la MRC soient dépensés suivant la loi et les décisions du conseil. Il signe et exécute aussi au nom de la MRC tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes. Le préfet élu a aussi un vote prépondérant lorsque les délibérations et le vote au conseil n'arrivent pas à une décision. C'est lui qui tranche. Le préfet doit effectuer les représentations politiques nécessaires aux intérêts de la MRC et donc créer un réseau efficace et solide aussi de contacts à tous les paliers de gouvernement, que ce soit au fédéral, le provincial, régional, ainsi que les intervenants locaux et territoriaux. Le préfet doit aussi veiller à ce que les intérêts locaux ne prennent pas le pas sur l'expression des intérêts territoriaux. Par ses contacts et son approche, il doit susciter l'avenue d'investissement et d'emploi sur le territoire. Et en tant que porte-parole politique de la MRC, il doit assurer la mise en place et le suivi d'une stratégie de communication qui favorise l'ensemble des mandats qui sont donnés à la MRC. Il doit aussi favoriser les mouvements de décentralisation avec les moyens qui s'y rattachent. Et le préfet doit aussi assurer un suivi des résolutions du Conseil concernant les appuis et positions politiques de la MRC. Donc maintenant qu'on connaît un petit peu plus le rôle d'un préfet, il ne reste plus qu'à faire le bon choix, d'aller voter le 5 novembre, c'est important. Et 4 candidats sont dans la course à la préfecture
Ils ont tous accepté notre invitation au débat de ce soir. Je vous les présente et on les accueille dans l'ordre qui a été déterminé au tirage au sort. Je vous demande d'accueillir Mme Claire Bolduc. Monsieur Bernard Flébus. Monsieur Ronald de Barry. Et Monsieur Gilles Lepage. Donc, il y a eu tirage au sort, je vous le disais, pour déterminer la place des candidats sur scène et il y a eu tirage au sort pour la prise de parole pour chacun des thèmes abordés. La soirée va se dérouler de la façon suivante. Il y aura déclaration d'ouverture des candidats qui auront 90 secondes, soit 1 minute 30 pour se présenter, et on va passer ensuite au débat. Les thèmes abordés ce soir sont les suivants: santé, démographie et culture, économie, éducation et environnement. Les questions qui seront posées aux candidats ce soir ont été préparées par le Consortium de médias témiscamiens et certaines de ces questions proviennent d'organismes du milieu, mais il y a aussi plusieurs citoyens, citoyennes qui nous ont fait parvenir leurs questions. Donc, merci à tous ceux et celles qui se sont exprimés. Étant limité dans le temps, on ne pourra malheureusement pas poser toutes les questions qui nous ont été acheminées, mais celles que vous entendrez ce soir se veulent le reflet des principales préoccupations des gens. Chaque candidat aura 75 secondes, c'est-à-dire 1 minute 15 pour répondre aux questions qui seront posées selon les thèmes établis. À la fin de chaque thème, les candidats pourront ensuite, à tour de rôle, poser une question au candidat de leur choix et celui-ci aura 60 secondes pour répondre à la question qui lui est adressée. Les questions posées par les candidats doivent être concises et claires, sans long préambule. Ils auront 15 secondes pour formuler leurs questions. Les candidats auront ensuite 90 secondes pour nous présenter leur mot de la fin. Autre règle, les échanges entre candidats doivent se faire sur un ton respectueux. Les règles pour le public, il y en a. Nous ne tolérons aucune manifestation partisane, donc nous vous demandons de ne pas applaudir ou manifester votre désapprobation suite aux échanges qui se feront entre les candidats. Voici donc les règles du jeu de la soirée et elles avaient été présentées aux candidats qui les ont acceptées. Je tiens à préciser que si elles ne sont pas respectées, je me réserve le droit d'intervenir et de couper le son de micro d'un candidat en cas de besoin. Nous débutons donc le débat avec votre présentation. La présentation, donc, pour les candidats. Madame Claire Bolduc, vous avez 90 secondes. Oui, bonsoir. Good evening. Mes premiers mots sont pour remercier ce consortium de médias qui permettent un débat et une discussion. Et on le voit, quand on travaille en partenariat, on peut faire des choses innovantes. Merci beaucoup. Je reste une militante. J'ai travaillé pour le développement de l'agroalimentaire, pour une saine alimentation, pour la justice sociale. J'ai milité pour le développement des communautés rurales, pour les régions. J'ai travaillé en environnement et j'y ai milité. Ce sont de grandes causes, mais la cause qui a été au-dessus de toutes celles auxquelles j'ai contribué, c'est le bien-être des personnes. Le bien-être des personnes. Et c'est une grande motivation que de travailler à trouver des solutions qui permettent aux gens de mieux vivre dans leur milieu de vie. La MRC, c'est un niveau politique de proximité. Et ça doit se jouer à l'enseigne de la concertation et de la solidarité. En ce sens, ce sont les attitudes d'abord qui vont compter. Être à l'écoute, avoir de la sagesse et de l'équilibre dans les décisions, être en tout respect et en transparence dans ce qu'on fait. I understand that this debate will be mostly stand in French, but I'll be glad to answer any question you may have. Don't hesitate to contact me. Bonsoir tout le monde. Merci, Madame Bolduc. Monsieur Bernard Flébus, vous avez 90 secondes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir
à tous les candidats. Moi, je suis arrivé il y a 28 ans au Témiscamingue et souvent les gens m'ont demandé pourquoi j'étais venu au Témiscamingue. Et je dis, vous me posez la mauvaise question. C'est pourquoi je suis resté. Je suis resté à cause des gens, les gens qui sont d'une grande simplicité et après à cause de l'espace. J'ai fait beaucoup d'implications dans plein de domaines quand je suis arrivé, dans le théâtre, dans la culture, dans l'agroalimentaire énormément, dont la foire gourmande. Et les 8 dernières années, je me suis présenté à la mairie de Ville-Marie. Donc, je vous dirais, la réflexion qui m'a emmené à me présenter ici, c'est un peu le fruit de toutes les choses dont je me suis nourri là depuis 28 ans. Et je vous dirais, en 28 ans, une des choses qui ressort tout le temps, c'est que le Témiscamingue, pour moi, était et est encore une terre, je dirais, de promesses. Une terre où on peut, quand on a la volonté, quand on est capable de réunir les bons acteurs avec nous, une terre où on peut faire de grandes choses. Donc, pour les 4 prochaines années, je me mets au service du Témiscamingue pour relever ce défi de donner un bel élan au Témiscamingue. Merci. Monsieur Ronald Barry. Bonsoir. Merci d'être venu au débat des candidats. Je suis Ronald Barry, je suis né à Saint-Eugène-de-Guigue, sur une belle ferme aujourd'hui appelée la Ferme L'Unique. Présentement, je vis près d'un lac à Laval-la-Chaire depuis 1999. Je me présente comme préfet parce que je trouve que j'ai des bonnes idées et des bonnes solutions. Vous allez les entendre tantôt. Je ne suis pas le meilleur pour faire les discours, mais quand c'est le temps de trouver des solutions, j'y arrive très bien. Et le monde sont contents. J'ai été 10 ans comme président de la Ligue de hockey, 10 ans à la Ligue de Pitoune, 5 ans pour la Ligue de balle. J'en ai trouvé des solutions et j'ai été bien encadré. Présentement, je suis commissaire à la commission scolaire depuis 2 ans. J'aime bien, on travaille tous ensemble et on en trouve des solutions pour l'avenir du Témiscamingue. Ça fait 15 ans que j'ai un commerce andelier et c'est pas toujours facile, mais on trouve des solutions. Merci. Monsieur Lepage. Bonsoir. Heureux de voir qu'il y a encore beaucoup de Témiscamiens et Témiscamiennes qui s'intéressent à la politique municipale. Mon nom est Gilles Lepage. Je suis retraité du secteur forestier. Je suis détenteur d'un baccalauréat spécialisé de l'Université du Québec en 1973. Avec ma conjointe, on a eu 4 enfants. Francis, Kim, qui sont médecins. Manuel, qui est travailleur minier, puis Axel, qui est en technique policière. Je suis possiblement le moins connu du groupe. Par contre, j'ai investi des milliers d'heures, je dis bien milliers d'heures de bénévolat dans la collectivité témiscamienne. J'ai participé à un championnat canadien comme joueur. J'ai été instructeur à un championnat provincial toujours avec l'équipe de Béarn au ballon-ballet. J'ai été conseiller municipal à Lorrainville. Durant cette période, on a réussi à fusionner les 2 municipalités. Par la suite, j'ai siégé comme administrateur au sein du syndicat des producteurs de bois, période à laquelle c'était pas facile, avec un haut déficit. J'ai même mis une injonction contre Tembec et l'UPA. Puis aujourd'hui, le résultat est qu'on a le système de quotas. Fait qu'après 25 ans, c'est encore en place. Merci, M. Lepage. On va débuter le débat avec notre premier thème, la santé. Donc, suite à l'actualité des derniers jours, les Témiscamiennes sont de plus en plus inquiets. On vit des problématiques qui sont devenues récurrentes dans les services des soins de santé au Témiscamingue. Un manque de médecins, par exemple, pour la période de nuit à l'hôpital de Témiscamingue-Kipawa a entraîné une rupture de service à plusieurs reprises. Nous apprenions la semaine dernière qu'il n'y aurait aucun anesthésiste disponible pour le bloc opératoire du centre hospitalier de Ville-Marie à compter du 3 novembre prochain pour une période qu'on a évaluée à 34 semaines. Malgré le fait que le CISAT déclare travailler à trouver une solution et que le ministre Barrette ait déclaré qu'il n'y aurait pas de rupture des services, la population s'inquiète
et a décidé de se mobiliser pour contrer ces diminutions de services. Donc, la question est la suivante. Quelles sont les actions qui peuvent être posées par la MRC dans le dossier des coupures dans les soins de santé qui sont dispensés dans les hôpitaux de Ville-Marie et Témiscamingue-Kippawa? Selon le tirage au sort, la parole va à M. Gilles Lepage. Le système de santé est un domaine extrêmement complexe. Comme je l'avais précisé à M. Gonzalez, je suggère, moi personnellement, je n'ai pas les compétences pour juger de ce qui devrait être fait, mais des actions, ils devront être posées. Moi, je suggère qu'un comité, pas à très, très court terme, là, demain, soit formé de personnes qui ont travaillé sur le plancher pour qu'on puisse mettre en place un plaidoyer. De toute façon, c'est dans la Charte des droits et libertés. Les gens du Témiscamingue doivent avoir les meilleurs soins. Ils en ont besoin. On verra ce que les gens qui s'y connaissent suggéreront. Il faudrait le soumettre à la population. Puis avec l'appui, je ne crois pas que la MRC ait beaucoup de poids dans ce dossier-là. On a un député, puis je pense qu'il est temps qu'il sache que le Témiscamingue existe. Mais nous, on va faire un bout, puis soyez assurés que je vais être là. Puis on n'a pas à me convaincre du bien fondé des soins hospitaliers. La parole est maintenant à Mme Claire Bolduc. En matière de soins de santé, il y a des obligations qui sont dévolues au ministre, au ministère et au CISAT. Ces obligations-là sont inscrites dans les lois, dans les règlements et dans les plans d'action 2015-2020 des différentes agences. Actuellement, ils sont en manque total, ils ne répondent pas du tout à leurs obligations et à leurs missions. Ce qu'on doit faire, ce que la MRC doit mettre en place, d'abord s'opposer aux décisions qui sont prises. S'opposer pour faire en sorte que les décisions soient renversées, pour qu'on fasse savoir, qu'on fasse connaître qu'on n'est pas d'accord avec les décisions. S'affirmer aussi, et ça, ce sont des comités citoyens, la MRC peut le porter. S'affirmer pour dire quels sont nos besoins, pour exprimer quelles sont nos différences et quelles sont nos réalités. S'affirmer aussi pour demander les services que nous voulons. Proposer enfin, être proposeur dans des solutions qui nous sont propres et qui correspondent à nos besoins. Un comité de citoyens, certainement. Un comité branché avec les citoyens, avec les gens de la santé, un comité qui continue d'agir. Monsieur Renald Barry. Bien. Il faut trouver des solutions pour avoir des subventions. On sait tous que les 3 centres de santé sont sous-financés. Il manque de docteurs, infirmières, infirmiers, des préposés. Ils ont sorti dernièrement que les sages-femmes pourraient revenir. Ça serait une très bonne idée. C'est comme le bon vieux temps, ça fonctionnait. Il ne faut pas attendre qu'il arrive quelque chose de grave. On le sait tous que Témiscamingue-Sud, Kippawa, Wenowee, c'est pas à la porte. Mais il faut prévenir. Il faut trouver des solutions. Il faut s'asseoir avec tout le monde pour l'avenir du Témiscamingue. Merci. Merci. Monsieur Bernard Flébus. Depuis, je pense que ça fait à peu près 2 ans là, que la fameuse fusion a eu lieu, le CISAT. Donc, avant, on était maître chez nous. Et là, depuis à peu près 2 ans, moi, je me suis promené dans les hôpitaux, puis je rentre par le sous-sol, là où on veut bien nous laisser rentrer, parce que les cadres, les médecins ne peuvent pas nous parler. Mais il y a encore des gens qui peuvent parler de la détresse qui s'installe, de l'érosion qui s'installe, l'érosion des services. Donc, quand on a une situation comme celle qu'on nous a annoncée mercredi, c'est mercredi? Mercredi? Mardi. En tout cas, mardi, mercredi, c'est un peu comme une catastrophe là, qu'on vient nous annoncer, mais dans l'érosion continuelle. Une des solutions moi, que j'aurais à proposer, c'est d'y aller avec un comité citoyen, avec toutes les nations, les Premières Nations incluses. Moi, je les ai accompagnés il y a à peu près un mois à rencontrer des ministres à Val-d'Or, et je pense que là, on a des bons alliés à aller chercher, qui sont les nations autochtones,
qui consomment des services comme nous. Alors ça, c'est la première chose à faire. Merci. Chaque candidat peut maintenant poser une question en lien avec la santé au candidat de son choix et le candidat qui recevra la question a 60 secondes pour répondre. Monsieur Lepage. Étant donné que je ne reste pas à l'écart, j'avoue mon incompétence à ce niveau-là, je vais quand même poser une question, mais je vais parce que moi, je ne veux pas me faire du capital politique à partir de la douleur et de la souffrance des gens. On sait tous que c'est un service incontournable. Vous avez 15 secondes Oui, pour poser la ok, question, excusez. pas de long préambule. Donc, Bon. votre question est... Quelle démarche la population, je la pose à la population parce qu'on est tous d'accord, quelle démarche la population compte-t-elle faire? Vous adressez votre question à Ça quel vient de candidat? s'arrêter là. Elle ne fait pas un candidat, je la pose OK, à la... parfait. Puis ça s'arrête là. Je sais que j'aurai pas de réponse ce soir, mais on devrait avoir une réponse à court terme. La parole est maintenant à Mme Claire Bolduc. Je pose la question à Bernard Flébus. Quand on parle de comité, on doit s'attendre à avoir un objectif clair et concret. Quand on réunit un comité, quelle action concrète vous proposez que le comité devrait poursuivre? C'est tout simplement aller peut-être un peu plus loin que ce que Il y a une espèce de comité là, qui existe actuellement, là, avec justement M. Barbeau, qui fait ses effets de manchette. Je pense qu'au lieu d'effrayer justement la population, essayer de travailler avec les structures en place, concrètement. Au lieu d'aller effrayer le monde, faire un show de boucan, je pense qu'il faut parler avec les gens du CIS, il faut parler avec nos élus. On a un ministre de la Santé, donc ce serait vraiment dans le gros concret que je voudrais aller. Monsieur Renald Barry. Oui, la question est pour Mme Claire Bolduc. C'est quoi qu'on peut faire de bien pour la résonance magnétique, pour la faire revenir, et l'anesthésiste qui s'en va? Il doit y avoir des problèmes à quelque part. Il y a effectivement des problèmes et pour ceux qui ont assisté à la rencontre ce soir, on s'aperçoit que la discussion ne s'est jamais faite au niveau des spécialistes et au niveau de rechercher vraiment une ressource en anesthésie pour le territoire. En conséquence, on s'aperçoit que quand les décisions ne se prennent plus sur le territoire, ce qu'on a perdu en 2014, quand on s'aperçoit que les décisions ne se prennent plus sur le territoire, nos réalités ne sont plus prises en compte. Notre fonctionnement, nos réalités, nos besoins ne sont plus considérés. C'est au-delà de l'effritement, c'est de l'ignorance totale auquel on fait face. Et je pense que des comités qui se mettent en place, qui font du bruit, font plus qu'effrayer la population. Ils essaient aussi de la mobiliser et d'informer les gens sur leurs droits, sur les services auxquels ils ont droit. Alors, dans ces contextes-là, les anesthésistes, je pense qu'il faut les réclamer. On a le droit. On n'est pas une population de second ordre. Merci, Mme Bolduc. La question sera celle de M. Bernard Flébus. Ma question va être adressée à Mme Bolduc. Je vais parler pour la ville de Témiscamingue. La ville de Témiscamingue, depuis un peu plus de 2 ans, manque de médecins. Et ma question est la suivante. Où était M. Barbeau, qui tout d'un coup vient de se réveiller là, pour les anesthésistes? Je pense que la question s'adresserait plus à M. Barbeau. Quoi qu'il en soit, pour les médecins de Témiscamingue, c'est important de continuer le recrutement, mais encore là, on est face à une situation où on n'a plus les 2 mains sur le volant, pour utiliser une expression connue. Ce ne sont plus nos priorités qui prévalent dans les décisions qui se prennent pour notre territoire. En conséquence, comment est-ce qu'on peut faire valoir nos points? Quelqu'un parlait cet après-midi dans la rencontre qu'on est une sous-région parmi les autres quand toutes les décisions sont prises à Rouen. Je pense que ça presse de reprendre en main les décisions qui nous concernent. Quand on laisse à d'autres le soin de prendre les décisions pour nous, on fait face à ce genre de décisions-là. Alors, en ce qui concerne, j'appellerais ça la gouvernance des services de santé, ça presse qu'on récupère notre droit de parole et surtout notre droit de décider. Merci aux candidats. On passe à un autre thème, démographie et culture.
Le Témiscamingue connaît une rareté de main-d'œuvre qualifiée depuis plusieurs années et cette situation-là ne fera que s'amplifier avec le vieillissement de la population, mais aussi l'exode toujours plus grand de la population vers les zones urbaines. Selon l'Institut de la statistique du Québec, en 2020, le Témiscamingue ne pourra compter que sur 56 jeunes âgés entre 20 et 29 ans pour voir au renouvellement de 100 départs à la retraite. Donc, en lien avec la planification stratégique du Témiscamingue, comment favoriser l'attraction de nouveaux arrivants et quelles stratégies ou pistes de solutions envisagez-vous pour soutenir nos entreprises et organisations qui ont des difficultés à recruter du personnel? La parole va à M. Ronald Barry. Comme que j'ai déjà dit, il y en a qui veulent, certaines personnes qui veulent attirer 500 nouveaux arrivants permanents d'ici 2022. C'est impossible. Si on arrive, moi j'arrive dans mes calculs, qu'il en manque à peu près 300 par année fois 4, ça fait quasiment 1200 personnes qu'il faut qu'ils arrivent. Puis, qu'est-ce que je trouve? C'est que qu'est-ce qui compte dans la démographie? Ça fait qu'il y a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Ontariens qui viennent s'établir sur le bord des lacs, sur le bord des lacs Témiscamingue, lac Cameron, lac des 15. Mais moi, je n'appelle pas ça de nouveaux arrivants. Moi, j'appelle ça du tourisme. Puis, où est-ce qu'ils vont aller chercher ça, ces 300 personnes-là? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Puis là, je n'ai pas compté tous ceux qui déménagent, qui s'en allent en ville pour aller travailler au plan Nord. Tous ceux les personnes sont un petit peu plus âgées qui s'en allent pour être plus proches des hôpitaux comme Gatineau, Montréal. Merci. Madame Claire Bolduc. La démographie, c'est un enjeu au Témiscamingue, mais on fait souvent l'erreur de considérer que c'est un enjeu seulement chez nous, alors que c'est un enjeu global au Québec. Dans ce contexte-là, les personnes qui sont ici devraient être nos premières cibles. Quand on est au Témiscamingue, comment on rend notre territoire attrayant, comment on reste attrayant pour ces personnes-là? Il y a une question de perception qui est importante. On dit souvent qu'on manque de job, qu'on n'a pas de qualité de vie, qu'on n'a pas de milieu de vie. Renversons d'emblée cette façon-là de réfléchir. Renversons-la. Des emplois de qualité, ici, il y en a. De fait, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent du personnel formé qui ne trouvent pas. On a un milieu de vie extraordinaire, un milieu de vie de qualité. On a un coût de la vie qui est franchement avantageux quand on y regarde de près. Comment on fait pour garder ces personnes-là? Comment on leur donne le goût du Témiscamingue? En démographie, quand on cultive la connaissance de notre territoire, la connaissance de son histoire, de notre patrimoine, quand on l'enseigne dès le primaire à nos jeunes élèves, on leur donne le goût d'apprendre ce que c'est. C'est par nous-mêmes qu'on va commencer à faire connaître et à faire aimer notre territoire. Ça commence par notre discours. Merci, Mme Bolduc. La parole est maintenant à M. Gilles Lepage. La démographie, c'est un beau sujet. Depuis 1955 que la population baisse au Témiscamingue. Il y a 8 ans, c'était le premier point dans le programme électoral du préfet sortant. 8 ans après, ce soir, on veut essayer de trouver des solutions pour la démographie. C'est pas facile. Les statistiques donnent que la population est une des plus vieilles du Québec. Je pense qu'on a fait pas mal tout ce qu'on avait à faire. Maintenant, il faut aller chercher du monde. Qu'est-ce qui peut attirer du monde au Témiscamingue? Dans ma vision à moi, c'est pas le travail. On n'a possiblement pas la qualité, puis il y a également le milieu témiscamien, on l'aime à cause de ses beaux côtés, sa splendeur, ses paysages. C'est ça qui va permettre au Témiscamingue de survivre. Puis il va falloir s'y appliquer sérieusement avant de tout gâcher notre territoire à partir de projets que personne ne veut, puis des projets mal planifiés. Merci. La parole est à M. Bernard Flébus. Merci. Écoutez, attraction, rétention, éducation, je suis un des produits
de ce que la planification stratégique veut mettre en place. Mes parents sont arrivés il y a pas mal d'années, puis ça se fait. Puis je trouve que le plan ambitieux de la planif est vraiment bien. C'est bien de se mettre un objectif avec un chiffre qui est réaliste, selon moi. Et on en a des choses à vendre au Témiscamingue, beaucoup de points positifs à vendre. Là, je vais lire un peu, je m'excuse. On a des terres agricoles à bas prix, peu abîmées par les engrais et les produits chimiques. Des maisons à prix très concurrentiels dans plusieurs secteurs du Témiscamingue. Des emplois de qualité dans les domaines agricoles, foresterie, industriels, services professionnels et santé. Des opportunités d'affaires, là aussi, dans tous ces domaines. On cherche aussi de la relève entrepreneuriale dans tous ces domaines-là. Des sites touristiques accessibles en toute saison et de multiples activités sportives et récréatives. Une qualité de vie pour les retraités. Donc, ensemble, on a besoin d'établir des stratégies pour nous faire connaître à l'extérieur de notre région. Il y aurait l'éducation, mais là, en 5 secondes, on va laisser faire. Merci. On passe maintenant à la culture. La MRC Témiscamingue compte sur une commission culturelle depuis 1998 et elle s'est dotée d'un poste d'agent de développement culturel en février 2009. La commission culturelle a présenté la politique culturelle du Témiscamingue en 2011, un plan d'action 2013-2017 et elle joue un rôle important dans la dynamisation du milieu en supportant les acteurs du milieu. Est-ce que vous prévoyez maintenir cette structure de commission culturelle ainsi que le poste d'agent de développement et les budgets qui en découlent? Et à votre avis, quel rôle joue la culture dans le développement de la région? La parole est à M. Ronald Barry. En tout cas, pour la culture, moi, qu'est-ce que je pense? J'ai reçu ça par la malle. J'ai essayé de le retrouver, mais je ne le retrouve plus. Puis là, ils ne nous ont pas envoyé de chiffres. Ils nous ont dit, voulez-vous avoir de la culture? Mais il faut savoir comment ça coûte en premier. Il faut savoir le budget de l'année passée, de 2 ans, que la MRC a donné. Il faut savoir qu'est-ce que... on n'a pas de chiffres, puis ils veulent garder l'emploi ici, mais on n'est même pas au courant de rien. Moi, j'ai reçu une feuille, mais j'aurais bien aimé avoir des détails pour essayer d'avoir quelque chose, mais je n'ai pas été capable. Merci. Madame Claire Bolduc. La culture, c'est par ce biais-là, c'est par cette activité-là, toute activité culturelle confondue, qu'on crée les ancrages. Qu'on crée les ancrages qui nous distinguent, qui nous caractérisent, qui nous font se tenir ensemble. C'est par la culture qu'on se retrouve, qu'on se reconnaît. Alors, la question est très limpide. Est-ce que j'entends maintenir les budgets? Oui, tout à fait. Est-ce que j'entends appuyer les initiatives associées au monde culturel? Absolument. Est-ce que, comme préfète, j'entends promouvoir? C'est essentiel. La culture, c'est ce qui ça ajoute à la qualité de vie, c'est ce qui nous permet de nous distinguer comme Témiscamingiens. Et ce n'est pas qu'une question de consommation d'activités culturelles, c'est également une question de mettre en lumière ce que nous faisons chez nous, ce que nous faisons de bien, qui nous caractérise. Je le répète, c'est un ancrage et c'est un ancrage essentiel qu'on se doit de cultiver. Ça fait d'ailleurs partie des sphères d'activité qui permettent aux gens de rester et de décider qu'ils vont habiter le territoire. La parole est maintenant à M. Gilles Lepage. Cet après-midi, j'ai eu une discussion très, très intéressante avec M. Couture, parce que moi, également, habituellement, j'aime avoir des dossiers bien, bien préparés, blindés. Fait que quand on t'attaque, c'est facile de... Fait que j'avais quand même dans mon programme électoral, que vous allez tous recevoir à court terme, dit que la culture est le reflet de la vitalité d'une région et d'une nation. Elle fait ressortir les valeurs profondes de l'être humain tout en participant à l'économie et au rayonnement hors frontières. Fait que c'est pas à soir que je vais changer ça. Fait que suite à l'entretien avec M. Couture, oui, je vais
il me disait que le statu quo serait acceptable au niveau du financement. Fait que je ne vois pas, sans avoir vu toute la comptabilité de la MRC, mettre à la baisse le budget de la culture. Ce n'est pas mon intention, puis je ne le ferai pas non plus, puis je ne crois pas que les élus le fassent. Par la suite, je vais travailler, surtout qu'ils ont fait un rapprochement avec la jeunesse, les écoles. Fait que ça m'intéresse doublement. Fait que ça devrait continuer. Merci. Monsieur Bernard Flébus. La culture, les engagements de la MRC actuels, moi, je les garderai tous. Quand je vois ce que ça emmène dans le milieu, ce que ça attire comme gens. Le défi, il est grand, par exemple, on a 19 000 km², et pour consommer de la culture au Témiscamingue, ça peut se faire à géométrie variable. Donc, je dirais, un des grands défis, c'est d'arriver à faire une occupation dynamique du territoire avec la culture. Et en ce sens, l'agente culturelle de la MRC, elle joue vraiment un rôle clé là-dedans. Donc, ce serait vraiment dommage d'aller se priver d'une telle ressource. Quand j'ai un peu parlé, moi aussi, avec M. Couture, je lui ai soumis quelque chose d'intéressant. On parle beaucoup de notre culture à nous, mais quelque chose qui pourrait être intéressant, et là, c'est une proposition que je fais, là, ce serait de un petit peu regarder ce qui se fait au niveau culture, au niveau des Premières Nations. Les Premières Nations étaient là il y a quelques milliers d'années, et je peux vous dire que arriver à se rapprocher au niveau culturel avec ces gens-là pourrait créer de beaux partenariats à l'avenir. Merci. Nous avons dû regrouper certains thèmes parce qu'il y avait tellement de sujets, donc en 5 grands thèmes. Démographie et culture sont ensemble, mais les candidats peuvent poser la question soit en lien avec la démographie ou avec la culture aux candidats de leur choix. Et on débute avec M. Ronald Barry. La question est pour M. Frébus. Flébus. Okay. Vous avez 15 secondes pour poser la question. Tu peux dire Bernard, Okay, ça va bien aller. Bernard. Hein, Rénal? Les 15 secondes vont s'écouler rapidement. Vous posez votre question. Dis-moi où tu vas prendre les 500 nouveaux arrivants, Bernard. C'est pas dans la culture, mais ça me dérange pas. C'est ou démographie. Il pouvait poser une question soit en démographie ou en culture. Perdu. Où c'est que je vais prendre les 500 nouveaux habitants? À l'extérieur du Témiscamingue. Écoute, j'essaye de répondre simplement. Si tu savais le nombre de gens, Rénald, qui nous visitent au Témiscamingue. Renald. Monsieur Barry. Monsieur Barry. On va s'entendre pour Bernard et Monsieur Barry. Oui. Non, là, je faisais une petite blague. Mais les gens qui sont à l'extérieur, souvent, on se vend mal. On se vend mal, puis on est un peu gêné, on dirait, de voir toutes les belles choses qu'on a à vendre aux gens de l'extérieur. Mais des gens de l'extérieur, il en vient tous les jours au Témiscamingue. On a des plateformes numériques, on a des milliers de choses à vendre aux gens de l'extérieur. Et je peux te dire qu'il y a des gens ici dans la salle que je vois qui sont venus en visite et qui habitent ici aujourd'hui. Je ne suis pas le seul, là. J'en vois au moins 4-5 ici, là. Donc, je n'ai même pas de souci d'aider la planification stratégique pour 500. J'irai même à 550. Oh, merci. La parole est maintenant à Mme Claire Bolduc. On parle de démographie et j'adresse ma question à M. Lepage. Moi, je constate que la population du secteur Est continue de diminuer. Et dans l'optique des objectifs de la planification stratégique, qu'est-ce que vous feriez pour ralentir la perte de population et voir à l'augmentation de cette population-là dans le secteur Est du Témiscamingue? Pour l'augmenter au niveau des chiffres, il suffit de modifier les calculs pour la population. Moi, je me suis déjà prononcé. Je n'ai pas tellement confiance que notre population elle va se stabiliser, là, mais pour l'augmenter, non. Mais par contre, si on calcule les travailleurs sous permis de travail, parce qu'au Témiscamingue, il va y avoir besoin de gens sous permis de travail, si on les calcule comme des résidents, même si leur famille est là-bas, puis que leurs argent s'en va là-bas,
on va réussir à avoir un gain. Mais il n'y a pas uniquement l'Est Témiscamien, là. Excepté le dernier recensement. À l'avant-dernier recensement, les municipalités qui avaient subi la plus forte baisse, c'était South-Témiscamingue, Béarn, des municipalités industrialisées. Fait que je ne fais pas de lien, moi, entre l'économie et la démographie. Mais par contre, il y a des moyens de calmer le jeu puis de stabiliser, de colmater le bateau. Merci, M. Lepage. Monsieur Flébus, c'est à vous de poser une question. Je vais la poser à M. Lepage. Avec plaisir. Économie. On a des terres dans l'Est, puis il n'y a pas un an... Démographie ou culture, la question? Ah, c'est démographie ou culture? Oui. L'économie, le prochain thème. Donc, 15 secondes pour poser Culture, une question. je change. Okay. Madame Bolduc, une question. Culture. Qu'est-ce que vous envisagez avec les installations culturelles comme le Rift et la salle d'Autori à Témiscamingue pour leur financement si vous êtes élu? Je pense que le financement de ces infrastructures-là est important. Et d'ailleurs, vous vous souvenez probablement d'une consultation citoyenne à Ville-Marie. Les gens ont manifesté clairement leur grand intérêt à conserver les équipements qu'ils ont et à les fréquenter. Vous demandez ce que je considère. Je sais déjà que la MRC soutient financièrement la Corporation du Rift et je pense qu'il faut que ce soit maintenu. J'ai moi-même un engagement très clair à l'endroit de la culture. Je pense qu'un milieu de vie se développe et se déploie quand les activités culturelles sont intéressantes et quand les activités culturelles sont le reflet de ce que les gens vivent. Alors, non seulement je pense qu'il faut les maintenir, il faut les soutenir, mais il faut aussi être à l'avant-garde des initiatives qu'on peut avoir. Et là, il y a plusieurs options qui sont à nous, devant nous, notamment toute la création par voie électronique, toute la création et le partage de... Je vous demande de conclure. ...matières culturelles par voie électronique. Alors, en ce sens-là, on maintient les activités, les infrastructures, on les soutient. Merci, Mme Bolduc. On passe au prochain thème, l'économie. On a reçu plusieurs questions en lien avec l'économie qui touchent plusieurs secteurs d'activité, dont la forêt, l'agriculture, le soutien aux entrepreneurs et les télécommunications. Donc, voici les questions. Depuis la crise forestière et celle du secteur agricole, on voit peu de projets réalisés en deuxième et troisième transformation. C'est une question qui nous vient d'une citoyenne et on va entendre la question. Ma question est la suivante. Est-ce que vous comptez développer tout ce qui concerne la deuxième et troisième transformation, tant en agriculture qu'en foresterie, avec le bois d'œuvre, les animaux, etc. Merci. Veuillez répondre à ma question, ça me fera plaisir. Donc, ce qu'elle demande, c'est est-ce que vous comptez développer tout ce qui concerne la deuxième et la troisième transformation en agriculture, en foresterie, avec le bois d'œuvre, les animaux? Et je cède la parole à Mme Claire Bolduc. Vous avez 75 secondes pour répondre. Il est évident que la richesse, la part de richesse qui est issue de la deuxième, troisième transformation est la part la plus importante. Je suis moi-même productrice agricole, mais je fais de la transformation. Et cette part-là de richesse captée dans le milieu, elle est très importante. C'est du 1 pour 6. Chaque dollar investi dans l'industrie primaire dégage 6 dollars de bénéfices dans la transformation. On ne peut pas l'ignorer. Alors, soutenir les entrepreneurs ruraux, et ils ont des caractéristiques particulières. Les entrepreneurs ruraux ne répondent pas à des impératifs d'entrepreneuriat pour l'exportation, pour le grand marché. Ils répondent à des impératifs de faire quelque chose qui les passionne. C'est d'abord ça, l'entrepreneuriat rural. C'est décrit, c'est démontré. De quelle manière on soutient mieux ça? De quelle manière on les accompagne dans la deuxième, troisième transformation? Il y a un rôle majeur qui vient du CLD.
C'est l'organe de la MRC qui veille au développement économique. Il y a un rôle majeur de la MRC à bien documenter l'entrepreneuriat rural et à bien accompagner ces entrepreneurs-là. Merci. La parole est maintenant à M. Gilles Lepage. Ah, mon Dieu, ça fait 20 ans qu'on parle de deuxième et troisième transformation, en forêt principalement, parce que c'est un domaine que je considère que je maîtrise relativement bien. Malheureusement, au niveau de la forêt, c'est trop tard. On a manqué le bateau. Là, il coule. Fait que, au niveau de l'agriculture, par contre, j'y crois. Mais je parle ici d'agriculture biologique. Les jeunes du Québec ont envahi les écoles d'agriculture. C'est pas à cause de notre agriculture industrielle. C'est justement à cause de notre culture biologique, le maraîcher. Puis ça, c'est une voie pour le Témiscamingue. Puis il ne faut pas la rater, celle-là. Le biologique, c'est l'avenir, pas uniquement au Témiscamingue, au Québec, partout dans le monde. Puis si on ne fait pas les efforts, puis si on ne va pas chercher les sous, puis c'est ce côté-là qui va un petit peu stabiliser notre démographie. On va aller chercher des jeunes, là. Puis j'espère que la population va appuyer tous les efforts qui seront mis au niveau du biologique. Forêt, malheureusement, quand ton fleuron se fait envaler par un petit, oh, l'avenir n'est pas rose. Merci, M. Lepage. La parole est à M. Bernard Flébus. Merci. La deuxième, la troisième transformation, moi, je travaille là-dedans depuis quasiment 20 ans. J'ai parti une petite chocolaterie, acheté, et il y avait 3 employés. Aujourd'hui, là, j'ai vendu, mais je sais qu'il y en a pas mal plus. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, quand ils travaillent, ils n'habitent pas forcément à l'endroit où ils travaillent. Regardez LVL Global aussi, par exemple. À la MRC, on a un fonds de développement des territoires. Je pense qu'il serait intéressant, au lieu de faire seulement des études avec cet argent-là, je sais qu'il y a une partie qui va à la société de développement, hein, vu qu'il n'y a plus de CLD là, depuis 2 ans. Donc la société de développement s'occupe du développement. Je pense qu'il faudrait donner un coup de pouce. Souvent, on voit des jeunes entrepreneurs qui auraient le goût. Puis je peux vous dire, moi, j'ai parti quelques affaires ici au Témis. La chose la plus dure, c'est le financement. Et je pense qu'avec ce fonds de développement de territoire, on pourrait aller donner le petit coup de pouce à nos entrepreneurs qui veulent aller en deuxième et troisième transformation. Parce que quand vous arrivez, que le financement est fait par la banque ou une banque, on va dire, je ne fais pas de nom, et que vous démarrez, puis qu'il faut que votre grand-mère vous finance pour l'achat d'un congélateur, c'est pas évident. Je vous demande de conclure. Merci. Monsieur Barry, la parole est à vous. Oui, la deuxième et troisième transformation. C'est sûr qu'on a eu la mage verte. Je ne sais pas à quoi ça a donné, mais on est resté dans le même bateau. On ne l'a pas eu. C'est sûr qu'avec la ferme au village, la deuxième, la troisième, c'est bien, on est reconnu. C'est comme les chocolats Martine. C'est bien reconnu. Les cultivateurs laitiers, on va faire quoi? On est-tu capable d'aller dans le yogourt ou dans je ne sais pas quoi pour garder notre lait? Dans les céréales, c'est la même affaire. Les pommes de terre, c'est la deuxième et la troisième formation aussi. On est capable de faire quelque chose de bien. Dans les porcheries, si on aurait un abattoir, on pourrait développer les porcheries bien plus que ça pour avoir la viande des magasins. On va avoir les animaux à bœuf si on a une porcherie. Si on n'a rien, on va rester du ce qu'on est. Merci. On passe à la prochaine question. En agriculture, l'absence en région d'un abattoir nuit considérablement au développement de certaines productions, en plus d'être un frein à la consommation des viandes locales. Est-ce que vous entrevoyez des pistes de solutions pour régler ce problème? Et si oui, lesquelles? La parole est à Claire Bolduc. Évidemment, si la solution était facile, ça ferait longtemps qu'on l'aurait trouvée. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été mises de l'avant, proposées. Et assez curieusement, à toutes les fois, c'est sur le point de se régler et ça ne se règle pas. Alors, je pense qu'il faut asseoir toute la filière. Il y a des démarches qui ont été entreprises en ce sens-là, mais maintenant, il faut asseoir toute la filière. Pour l'abattoir, ce n'est pas seulement une question du MAPAC, c'est aussi une question
de financières agricoles, de producteurs agricoles. C'est aussi une question de territoire. C'est aussi une question de producteurs et de ceux qui mettent en marché. Donc, la distribution. Il faut asseoir la filière ensemble. Comment ça se fait qu'on peut nous dire au MAPAC, dans 1 mois, c'est fait, vous allez pouvoir abattre à Earlton ou à Belle-Vallée et que 2 ans plus tard, il n'y a toujours rien qui s'est passé. Il y a un blocage dans la filière. Quand la filière au complet, quand les gens de toute la filière seront assis ensemble, la solution va être pas mal plus évidente. Mais s'il y avait eu une solution facile, ça ferait longtemps qu'on l'aurait appliquée. Il faut que les gens dialoguent, il faut qu'on se parle. Et ça passe par tous les partenaires impliqués en agriculture. Merci, Mme Bolduc. La parole est maintenant à M. Gilles Lepage. Le lobby des multinationales au niveau de la viande est tellement puissant qu'on a même réussi à faire brûler du ciment à Fouherville. On avait la plus belle entreprise, même si elle a connu des déboires au début, ça aurait coûté beaucoup moins cher de réinvestir, revoir le fonctionnement, puis tout le secteur agricole en aurait été gagnant. Mais malheureusement, même le monde politique disait dans 5-7 ans, on aurait pu dire 5-6 ans, mais non, 5-7 ans, peut-être qu'on va y penser à l'abattoir. Fait qu'il n'y a pas vraiment eu de vouloir de régler ce dossier-là. Les gros abattoirs en petites régions comme nous n'ont plus leur place, n'ont pas leur place. Par contre, on a des gens qualifiés dans ce domaine-là, puis c'est politique, puis une fois pour toutes, il va falloir que la politique tranche, oubliez-les à tout jamais, ou bien fonçons. Merci. Monsieur Bernard Flébus. La solution, elle est à quelques kilomètres de Notre-Dame-du-Nord. Depuis 17 ans, je peux vous dire que moi, je me suis battu avec la foire gourmande. Je trouvais spécial, je suis belge, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai trouvé spécial d'arriver dans un pays où les tranches de jambon ne peuvent pas traverser les frontières provinciales. Ça me dépasse encore. Et la compréhension que j'en ai de ce dossier-là pour le vivre comme tout le monde, peut-être d'un peu plus proche des fois avec entre autres la foire gourmande, la compréhension que j'en ai, c'est que nos élus provinciaux, qu'ils soient de l'Ontario ou du Québec, ils ont des priorités et je pense sincèrement que l'abattoir n'est pas encore dans leurs priorités. Par contre, le 5 novembre, disons le 6 au matin, ça va le devenir une priorité parce qu'on a de moins en moins de filières animales au Témiscamingue. Et vous savez comme moi que dans une agriculture de proximité, quand on fait juste moissonner, ou en tout cas des grandes cultures, il y a moins de gens. Les animaux, vous y allez matin et soir sur votre ferme, donc vous occupez le territoire. Donc la solution est proche, il faut juste la rappeler à nos élus provinciaux. Merci. Monsieur Barry? Oui. La deuxième et la troisième transformation, c'est sûr que c'était une grande réussite, la foire gourmande. Ça a fait beaucoup allumer du monde, de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec tous les produits du terroir au Témiscamingue. Mais c'est sûr que je reviens encore. Il faut trouver une perle rare pour qu'ils nous emmène un abattoir pour garder les emplois au Témiscamingue. Sans ça, là, on n'ira pas loin. Puis aller c'est à peu près 8 heures d'ici à battre, ça coûte les yeux de la tête. Mais il faut essayer de trouver quelque chose, mais il faut tous s'asseoir ensemble. Si on arrive à la table des maires, puis on vient à bout de trouver une solution tout ensemble, je suis à peu près sûr qu'il y a des investisseurs qui vont être capables de mettre quelque chose, puis arriver qu'on soit tout heureux. Merci. Merci. La dynamisation du milieu, ça passe entre autres par son développement économique. Et il y a un citoyen qui a une question à vous poser.
Bonjour. Dans le contexte du Témiscamingue, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le développement de nos entrepreneurs en région. Est-ce qu'on a une façon d'attirer des entrepreneurs en région? Qu'est-ce qu'on compte faire en tant que préfet pour améliorer ce sort-là de nos entrepreneurs? Je suis vraiment concerné pour créer du mouvement économique en région. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le développement de nos entrepreneurs en région? Est-ce qu'on a une façon d'attirer en région? Et qu'est-ce qu'on compte faire en tant que préfète pour améliorer le sort de nos entrepreneurs? La parole est à Mme Bolduc. Ici, dans notre région, nos deux grands secteurs d'activité, agriculture et foresterie, sont des belles opportunités pour des entrepreneurs. Et on a une université du Québec, à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, qui a des chercheurs dans les deux domaines avec lesquels on devrait privilégier des partenariats, justement pour identifier les opportunités et pour soutenir, accompagner les entrepreneurs. J'ai parlé tout à l'heure des particularités de l'entrepreneuriat rural, des gens qui développent des entreprises sur des passions, sur des besoins. C'est une des caractéristiques. L'autre caractéristique des entrepreneurs ruraux, c'est d'être très ancrés dans le milieu où ils se développent, où ils se déploient. Comment on les accompagne? D'abord, promouvoir le milieu, promouvoir notre mode de vie. On revient à la démographie. Faire la promotion nous-mêmes des richesses du territoire, de ses beautés et de ses potentiels. Faire cette promotion-là, ça accompagne les promoteurs déjà présents, ça en attire de nouveaux. Mieux connaître leur mode de travail et leur mode de fonctionnement comme entrepreneurs ruraux, ça permet à ces personnes-là de se déployer sur notre territoire. Merci, Mme Bolduc. La parole est à M. Lepage. C'est vraiment pas facile d'encourager nos entrepreneurs puisque les axes de développement sont devenus pratiquement inatteignables. Si on parle au niveau de la forêt, on nous avait fait des belles promesses sur une forêt de proximité qui était censée générer 400 000 mètres cubes annuellement. Ça, on peut mettre un doute, mais en tout cas, elle était là. Aujourd'hui, elle est complètement disparue. Bon, il pourrait y avoir bien des prétextes, sauf qu'on vient d'échapper à un bon levier. Même si on dirait aux gens, lancez-vous dans des projets, c'est pas facile. Au niveau de l'agriculture, on fait face à une mondialisation. On fait face à une compétition souvent malsaine. Nos fermes sont industrielles parce que même la ferme familiale, elle vaut plusieurs millions. Fait qu'il n'y a pas de relève. Puis là, je pense que c'est facile à comprendre. Il n'y a pas personne qui va encourager son enfant, même s'il y a un travailleur de rang à la fin du mois. C'est quasiment impossible. Fait que là, le Témiscamingue est vraiment limité en développement. Merci, M. Lepage. La parole est à M. Flébus. Merci. Les entrepreneurs ont besoin de beaucoup de soutien, que ce soit du milieu, que ce soit le soir quand vous passez dans votre village, que vous allez chercher la pinte de lait au dépanneur, ou l'encourager de diverses manières. Moi, j'ai rencontré toutes les chambres de commerce du Témiscamingue et je pense qu'il y a une piste au niveau des chambres de commerce. Je leur disais, il faudrait leur mettre un fonds de disponible aux chambres de commerce, fonds de développement des territoires, j'y reviens encore. On a une belle boîte à outils en passant au Témiscamingue. Il y a plein de beaux outils, puis peut-être qu'en les travaillant un petit peu différemment, on va avoir des recettes différentes. Donc, mettre de l'argent en commun pour que, justement, ces chambres de commerce-là fassent des projets en commun pour soutenir leurs entrepreneurs. Faire rentrer les entrepreneurs à l'UQAT, à Notre-Dame-du-Nord. On a des beaux bâtiments, il y a du matériel de laboratoire. Je pense, entre autres, à l'agroalimentaire ou des entrepreneurs qui veulent faire des essais de nouvelles technologies. Donc, faisons rentrer les entrepreneurs à l'UQAT. Et je reviens encore une fois, le petit coup de pouce là, qui pourrait nous distinguer, c'est le Fonds de développement des territoires. Le petit montant d'argent là, qui vient. Je vous demande de conclure. Le petit montant d'argent qui vient comme donner le coup de pouce là, pour vraiment être en voiture. Merci. Monsieur Barry? Oui. C'est bien beau avoir des grosses entreprises,
c'est sûr que la porcherie, elle s'en vient. Il va-tu en avoir 10, va-tu en avoir 12, va-tu en avoir 15? C'est sûr que c'est bon. Mais il faut garder les petits aussi. Les petits laitiers, toutes les petites fermes, que ce soit dans n'importe quoi, pour que, comme il y en a un qui a dit, que garder, au lieu que ça soit trop gros, que les enfants puissent reprendre la relève. Si ça vient trop gros, ben, tu peux pas. C'est trop cher. Il faut garder c'est comme dans les forêts aussi, il faut garder le petit. Si on enlève tous les petits pour faire gros, fait qu'on n'aura plus. S'il n'y a quelqu'un qui va contrôler, au lieu qu'il y en ait à peu près 15-20 qui contrôlent. Ben, en tout cas, c'est pas mal ce que je voulais vous dire. Merci. Merci. La communication, donc, en 2017, c'est un besoin de base pour tous les citoyens, mais c'est aussi un facteur important pour la sécurité des usagers du territoire. Comment pouvons-nous nous assurer d'avoir une desserte Internet haute vitesse et une couverture cellulaire optimale et à prix compétitif? La parole est à Mme Bolduc. Quand j'étais à la présidence de Solidarité rurale, j'ai vu un village qui a décidé qu'il allait investir. C'était difficile d'attirer des compagnies pour installer Internet. Il a décidé, le village, le conseil municipal a décidé d'investir et d'installer Internet, d'emprunter, de structurer le service et de l'acheminer à tous les citoyens. Ça coûtait à chaque citoyen sur son compte de taxes 85 $ par année pour avoir accès à Internet haute vitesse, de qualité. La municipalité avait investi. On demande depuis plusieurs années que le territoire ici soit couvert par des services Internet de qualité, par des services de téléphonie cellulaire de qualité, et on tarde à couvrir l'ensemble du territoire. Il est temps qu'on réfléchisse à un investissement concret de la MRC, qu'on s'investisse dans l'installation et dans les services, qu'on achemine le service jusqu'à la dernière résidence, jusqu'à la dernière entreprise, probablement à un coût pas mal moindre que ce qu'on peut retrouver tous et chacun sur nos comptes de téléphonie et d'Internet. Il faudrait y penser. Merci. Monsieur Lepage. Ça également, moi, avant d'aller trop loin dans ce domaine-là, j'aimerais savoir, il y a 8 ans, c'était un point qu'on nous soumettait dans le programme électoral. Pourquoi, 8 ans après, on n'a pas réussi pour sauver du temps? Parce que je suis comme Mme Bolduc, là. Je pense que le Témiscamingue, là, jouer des gens itinérants dans les villages pour essayer de trouver un signal, ça fait bizarre, là. Ça fait bien, bien bizarre. On est en 2017, on a des reportages du Grand Nord. Il y en a qui sont dans le Sahara, il y en a qui sont à peu près partout, puis on les entend parler. Puis nous, ici, on n'est pas capable de se parler entre nous autres. Bon, fait que là, évidemment, l'argent est probablement le problème. Mais là, ça sera nos choix de société. Dans mon mot de la fin, là, j'ai des solutions, là. À un moment donné, on devra prendre des choix. On le sait que la santé, c'est le premier choix. Après ça, là, on verra à ce que, je pense, la téléphonie cellulaire soit une obligation, puis Internet haute vitesse. De toute façon, Couillard le dit. On ne pouvait pas vivre sans ça. Merci. La parole est maintenant à M. Bernard Flébus. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Il y a eu un bon départ qui a été fait autour de 2010. Je me souviens, moi, j'avais vu des plans. Les plans avec des tours, puis on voyait les ronds, là, c'était les ondes qui se promenaient partout. Puis sur le papier, c'était bien. Puis on a fait un peu de tordage de bras à l'époque. Hein, je vois un maire ici dans la salle, là, il était avec moi, là, on a convaincu des gens, des élus qu'il fallait vraiment faire de quoi. Et ce qui a été fait à date, ça a été fait avec des subventions, c'est bien. Puis quand il n'y a plus de subventions, ça s'est complètement éteint. Ma priorité, le 6 novembre, là, c'est de repartir ça, puis de prendre les moyens, faire un état des lieux, de voir si la technologie qu'on a installée est bonne, mais s'en aller. Il manque de tours, il manque de choses. Je ne suis pas un spécialiste
en téléphonie et en Internet. Il y en a beaucoup. Les technologies, les coûts diminuent, mais il faut vraiment finir et plus lécher la patte, là, ou dire c'est la faute à un tel ou la faute à pas de chance. Il faut vraiment se retrousser les manches et y aller. Merci. Monsieur Barry? Oui. Je reste à 4 km de Lavalachère, sur le bord du lac. On n'est même pas capable de pogner le cellulaire. L'Internet, on était juste à 4 km. Là. Fait que là, vous pensez dans le secteur Est, le secteur Nord, ça en vient ridicule. J'ai un commerce andlier. Le monde y arrive, comme M. Lepage il dit, ils sont tous en train de chercher les hauts de signal. Il n'y en a pas. Va à telle place, il est supposé qu'il y en a au côté du bateau. Bien, ils l'ont tous promis, les députés. Ils l'ont tous, même les plus hauts que ça, ils l'ont promis, mais on ne vient pas à bout. Restez avec ce que vous avez, puis on n'est même pas capable d'avoir le câble. Puis on est tous à la satellite. Il faut avancer dans la vie. Il faut s'unir, il faut être fort, mais il manque quelque chose. Merci. La parole est maintenant au candidat. Vous pouvez poser une question en lien avec l'économie au candidat de votre choix. On débute avec Mme Claire Bolduc. Ma question s'adresse à M. Flébus. Dans votre programme, vous avez parlé d'équipes d'agents de développement ruraux. Le passé est garant de l'avenir, c'est un fait. Et c'est un secret pour personne que dans les dernières années, vous avez été un des éléments discordants, l'élément discordant à la MRC. Qu'est-ce que vous prévoyez changer pour développer l'économie avec une équipe de 30 agents de développement? Qu'est-ce que vous prévoyez changer dans votre fonctionnement pour que les Témiscamiens et les Témiscamiennes constatent le travail d'équipe? Élément discordant qui a signé beaucoup d'ententes avec les autres villages en passant, Mme Bolduc. On a une belle boîte à outils, comme vous l'avez dit. On a à peu près une trentaine, peut-être 32 ou 29, mais le nombre exact, ce n'est pas important. Mais imaginez si tous ces agents qui sont sur tout le territoire, il y en a dans plusieurs villages là, du Témiscamingue, imaginez qu'on leur dit le quart travaille dans le tourisme, le quart travaille dans le développement culturel, économique, le quart sur l'attraction, la rétention. Au lieu de travailler en silo, je pense que ça peut être vraiment intéressant, les résultats. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous proposez de changer dans votre fonctionnement pour vraiment travailler en équipe? Je travaille en équipe depuis pas mal de temps. Donc, comme je vous dis... On l'a bien constaté. Parfait. Bon, OK. Monsieur Gilles Lepage, je vous rappelle que vous avez 15 secondes pour poser votre question. Je vais la poser à Mme Bolduc. Dans le contexte actuel, comment peut-on appuyer un projet de mini-centrale dont le produit n'a pas de preneur à juste prix et qui va gruger des millions dans les poches des contribuables témiscamiens et québécois? J'appuie clairement le projet Onimiki, le projet de mini-centrale hydroélectrique qui serait fait en partenariat, dont le projet prévoit qu'il sera fait en partenariat avec les communautés autochtones. Je l'appuie parce que non seulement il y a un acheteur principal pour l'électricité, c'est Hydro-Québec, parce qu'Hydro-Québec le fait pas seulement ici, mais il le fait ailleurs, parce que les retombées sont concrètes. Dans une MRC, celle de Pierre de Sorel, c'est un chèque de 1 million de dollars qu'ils ont redistribué à toutes les communautés de la MRC. 1 million. Et ça, c'est à chaque année. Alors, oui, j'appuie ce projet-là. Je l'appuie parce qu'il y a preneur pour l'électricité qui sera produite et je l'appuie aussi parce que ça ouvre des opportunités sur d'autres types de projets, notamment en énergie solaire, notamment en énergie de biomasse, notamment en éolienne. Oui, je l'appuie, le projet hydroélectrique de Nimiki. Il est rentable. Il sera rentable. Le temps est écoulé. Monsieur Bernard Flébus, c'est à vous de poser une question au candidat de votre choix. Moi, j'ai une question pour Mme Bolduc. On parlait tantôt d'attraction, de nouvelles entreprises. Je voudrais connaître votre position sur Olimel au Témiscamingue. Intéressant comme question. Quand je suis arrivée en 1980 au Témiscamingue, il y avait 3 fois plus d'entreprises agricoles et presque 4 fois plus d'unités animales sur le territoire.
d'animaux. C'était beaucoup des animaux laitiers, des animaux de boucherie, mais il y en avait comme beaucoup plus. Je me dis qu'on a un territoire agricole ici au Témiscamingue, un magnifique territoire agricole de potentiel. Quand il arrive une nouvelle filière de production, de quelle manière on doit agir? On doit être prudent, mais on est un territoire agricole à haut potentiel et on est loin. Vous avez évoqué à un moment donné, M. Flébus, 19 000 km², 16 000 de population. Il y a de la place. Il y a de la place, mais on doit rester vigilant. Et cette vigilance-là, elle s'exerce au quotidien, pas seulement par des comités de vigilance, mais par tous les citoyens. Vous répondez mais pour ma Oui, mais- position, C'est je terminé. Le temps est écoulé. Monsieur Barry, je vous demande aucune manifestation, s'il vous plaît. Monsieur Barry? Bien, vu qu'on est avec Claire, on va rester avec Claire. Qu'est-ce que tu penses? C'est où tu vas aller chercher le bois pour alimenter les 3 usines qu'on a au Témiscamingue? Puis dans quel secteur tu prendrais ton bois pour Béarn, Témiscamingue-Sud et Ville-Marie? C'est dans l'économie, ça? C'est dans l'économie, dans le secteur forestier. Malheureusement, je ne peux pas répondre à une question de nature technique comme celle-là. Je ne maîtrise pas ce dossier-là. Fait qu'on n'aura pas de bois. Je pense qu'il y a du bois au Témiscamingue. Je pense que les CAF sont attribués selon les activités des usines. Je sais qu'il y a un mode de tenure sur quelle usine a préséance sur tel type de fibre. Est-ce que je connais de façon détaillée tous les tenants et les aboutissants de l'industrie forestière? Ce n'est pas le cas. Je sais aussi qu'il y a des aménagistes à la MRC qui ont cette vision-là. On leur demandera. Cela dit, le bois du Témiscamingue devrait servir en priorité les entreprises du Témiscamingue et ne pas se promener jusqu'à d'autres types d'entreprises. Et là, je pense à des modèles d'entreprises qui ont montré leurs limites quand la ressource n'est plus utilisée dans le milieu. Ça veut dire qu'on va Merci. faire des Le cure-dents temps- puis des Le temps est bâtons de écoulé. popsicle. Monsieur Barry, le Oui. temps est écoulé. Je vais le temps pour une. Non, non, désolé. Mais vous voulez avoir la réponse? Oui, mais la réponse, elle avait 60 secondes pour Ben, répondre. On Faites passe. le tour. Monsieur Barry, je vais vous demander d'être discipliné. On passe à l'éducation. La formation, c'est un outil, voire un fer de lance pour le développement du Témiscamingue, qui manque de main-d'œuvre qualifiée, de main-d'œuvre diversifiée. Quels sont vos engagements pour développer et diversifier l'offre de la formation professionnelle, collégiale et universitaire sur notre territoire? Je vous rappelle que vous avez 75 secondes pour répondre. La parole est à M. Lepage. Ah, mon Dieu, ça fait 10 ans de travail pour une fois et la chance de m'exprimer. Avant d'améliorer un secteur, il faudrait peut-être aller chercher le financement qui va avec. Comme vous le savez, le Témiscamingue, la Commission scolaire du lac Témiscamingue, est sous-financée par rapport à l'ensemble du Québec. Je m'explique très mal que durant la dernière décennie, que nos décideurs n'ont jamais tenté de régler ce problème-là. Vous avez raison, il faut améliorer la formation de la main-d'œuvre. Mais pour ça, ça prend de l'argent. Puis tout ce problème-là de sous-financement va un peu à l'encontre de la rétention, de garder des jeunes. Puis vous savez que je parle du transfert des jeunes vers l'Ontario. Les programmes sont incompatibles. Automatiquement, on perd ces jeunes-là parce qu'ils n'ont pas la formation pour détenir des postes au Québec. Deuxièmement, notre commission scolaire, dans tout le Québec, elle passe pour la pire performance, la moins efficace. Évidemment, le décrochage est le plus haut du Québec. Toute une publicité pour attirer des gens. Fait que, avec l'argent, après ça, on fait beaucoup de choses. Puis soyez assurés que moi, travailler fort. Merci, M. Lepage. La parole est à M. Barry. Veux-tu me répéter la question, s'il vous plaît? Vos engagements pour développer et diversifier l'offre de la formation professionnelle, collégiale et universitaire sur notre territoire, ce serait quoi? Mais ça fait presque 2 ans que je suis commissaire dans les écoles.
Je me suis donné comme but pour améliorer pour les jeunes le sport, l'anglais surtout, s'ils veulent avoir un job à l'extérieur, bien essayer de les garder ici. Il faut mettre l'emphase, beaucoup d'emphase pour le décrochage au secondaire. Faut pas que ça arrive. On a le centre Frère Moffett pour aider aux jeunes de finir ce qu'ils veulent faire. Le centre Frère Moffett aussi, les personnes âgées, pas âgées, je ne parle pas de 70, là, je parle à 45 à 50, essayer de se retrouver de l'emploi au Témiscamingue pour rester au Témiscamingue, pas pour déménager. La commission scolaire, on va dire comme Gilles, est sous-financée. Il faut trouver des solutions et aller chercher des subventions, c'est très important, parce qu'on en parle souvent. Puis les personnes ressources au gouvernement, il faudra s'asseoir avec eux autres, puis les faire venir au Témiscamingue qui voient c'est quoi qu'on a. C'est sûr qu'il faut encadrer aussi les jeunes, comme à la Tulipe ou ce qui est dans le secteur Est, pour que les jeunes aiment aller à l'école, qu'ils l'aiment, puis qu'ils restent à l'école, pour pas qu'ils skippent de cours, comme on l'appelle. Merci, monsieur. Madame Bolduc. Pour développer la formation professionnelle et plus globalement la formation collégiale et universitaire, je viens de réaliser un travail avec les 3 institutions d'enseignement sur le territoire de Rivière-du-Loup. Commission scolaire, Cégep, UQAR, Université du Québec à Rimouski. Ils ont constitué ce qu'ils appellent Accès compétences, une boîte où les 3 maisons d'enseignement sont présentes et agissent de concert pour améliorer l'offre de services, pour augmenter la fréquentation, en lien avec les employeurs et les besoins des employeurs et en lien aussi avec les rêves des jeunes qui vont suivre leur formation. On a absolument besoin de soutenir la commission scolaire sur notre territoire. Ils ne se rendront pas à formation professionnelle si on n'a plus de commission scolaire avant pour accompagner les jeunes. Mais on a absolument besoin de développer de nouvelles façons de travailler ensemble, en partenariat, pour que les gens trouvent leur porte d'entrée vers l'emploi dont ils rêvent. On a absolument besoin de faire les choses autrement. Et ça presse, parce que l'argent, il n'y en aura pas plus si on ne fait pas attention. Merci, Madame Bolduc. C'est maintenant au tour des candidats de poser des questions en lien avec l'éducation. Ah, Monsieur Flébus, désolé, je vous avais oublié. C'est mon erreur. C'est pas grave. Non, je voulais vraiment répondre à la question. Écoutez, on a un centre de formation professionnelle ici qui se bat depuis des années pour aller chercher ce qu'on appelle des compétences. On a des domaines où on pourrait enseigner directement à nos gens et malheureusement, ils sont obligés d'aller à l'extérieur. Puis vous savez comme moi, quand on va à l'extérieur, bien souvent, dès qu'on sort de l'école, je parle de soudure, exemple, parce que j'étais chez Témisco il n'y a pas longtemps. Alors, si on fait la soudure au centre polymétier à La Sarre, il y a bien des chances qu'on se fasse recruter dans le coin. Donc, une des priorités, c'est vraiment aller chercher de nouvelles compétences au niveau de nos adultes. J'ai un blanc, je m'excuse. Les moyens, je pense, comme disent les collègues, il ne faut pas se leurrer de dire d'aller chercher de nouveaux argents pour faire de la formation, mais il y a vraiment une espèce de lobbying à faire pour que nos gens chez nous soient formés chez nous, pour nous. J'ai remonté un programme au centre polymétier à La Sarre de pâtisserie et c'était vraiment quelque chose de collé sur la réalité de ce que les employeurs avaient besoin. Là-bas, on formait des emplois pour la baie James, donc c'est vraiment dans cette piste-là qu'il faut aller, se coller sur la réalité terrestre. Merci, M. Flébus. Donc, maintenant, c'est le temps aux candidats d'adresser leurs questions aux candidats de leur choix en lien avec l'éducation. Je vous rappelle que vous avez 15 secondes pour formuler votre question, 60 secondes pour répondre. La parole est à M. Gilles Lepage. Je vais la poser à M. Flébus. On vient de parler du sous-financement, puis ça, c'est facile à prouver. Si jamais un jour vous êtes préfet, quelles sont les actions que vous allez poser pour qu'on soit traité d'égal à égal avec toutes les régions du Québec concernant le financement
du financement, c'est important dans tous les domaines. L'éducation est le point majeur de tout le Québec. Ma question est quelle action vous allez poser? Oui, M. Lepage, le financement, c'est pas d'argent, on ne fait rien. Je pense il y a une démarche qui a été entreprise il y a quelques années. Est-ce que c'est normal, des fois, d'enseigner dans des écoles où il y a 3-4 élèves? Est-ce qu'on ne serait pas mieux, des fois, de dire on va offrir un meilleur transport et peut-être regrouper des élèves pour leur offrir une meilleure éducation? Moi, je pense que le financement, je ne connais pas vraiment la mécanique de financement, mais quand vous avez 3, 4, 5, 10 élèves dans une classe, comment ils font après quand ils se retrouvent dans des milieux, je dirais, où il y a plus d'élèves, etc.? Comment ils font pour se confronter à la réalité? Puis quelle est la qualité qu'on donne à ces enfants-là au niveau de l'enseignement? Quel est le support des spécialistes? Moi, je dirais plus dans ce sens-là qu'aller au niveau du financement, parce que, comme je vous dis, financement, je pense qu'il y a un montant qui est donné par élève et c'est à nous d'offrir, un enseignement de qualité à nos enfants sur notre territoire. Merci. Monsieur Barry, à vous de poser une question. Oui. Pour Mme Bolduc, l'éducation, c'est sûr qu'il faut en mettre plus. Faut-tu mettre plus d'enfants par école ou couper des écoles pour tout ramener avoir moins d'écoles au Témiscamingue? L'enjeu, ce n'est pas plus ou moins, c'est différemment. Est-ce qu'on a accès à des modes d'enseignement et à des facilités d'enseignement différentes? Actuellement, oui. Les écoles éloignées en réseau, ça se fait. La contribution des parents dans les écoles, ça se fait. À Lac-Édouard, ils ont réouvert une école primaire avec 3 élèves la première année. Ces enfants-là réussissent très bien leur parcours scolaire. Ils performent au-delà des autres enfants dans d'autres écoles. Ils se comparent plus qu'avantageusement. Mais on a fait autrement. Pour les petits territoires, j'en suis, moi, des solutions innovantes. Pour nos plus grandes écoles, je pense qu'aussi, il faut accompagner les gens à apprécier et à donner un élan différent. L'école, ce n'est pas juste un lieu d'apprentissage, c'est un lieu d'épanouissement. Est-ce qu'on peut donner le goût de l'école autrement que juste par on apprend à lire et à compter? Je pense que oui. La culture, notamment, peut y contribuer. Merci, Mme Bolduc. C'est à vous de poser une question au candidat de votre choix. Moi, je vais adresser ma question à M. Barry. Vous êtes déjà commissaire scolaire. Qu'est-ce que vous feriez autrement de ce qui se fait actuellement pour favoriser la persévérance scolaire? C'est sûr que j'ai dit comme tantôt, c'est encadrer les jeunes, qu'ils soient à Notre-Dame-du-Nord, qu'ils soient à Wenowee, qu'ils soient à Témiscamingue-Sud. Surtout qu'on a bien de la misère à Témiscamingue-Sud parce qu'il y en a bien qui est à la Norby ou à New Liskeard. Mais il faut les encadrer, il faut les garder. C'est sûr, j'ai posé la question tantôt, s'il fallait fermer des écoles. Moi, dans le temps que moi, il ne faut pas les fermer. Il faut les garder ouvertes. Il faut les... j'ai entendu Dupont, j'ai été à Réunion à la Tulipe. J'ai trouvé ça assez excellent, tout le monde qui travaille là. Il faut continuer. Qu'est-ce qu'ils ont développé? Puis la commission scolaire en met beaucoup. Merci. Monsieur Flébus? Moi, je poserai ma question à M. Lepage, la même qu'il m'a posée. Comment vous faites pour aller chercher plus de financement? Bien, vous savez, on fait respecter la loi. C'est pas plus compliqué que ça. L'éducation, c'est provincial. Moi, si j'ai un bac d'ordures, je ne l'utilise pas, je suis obligé de le payer. J'ai une école, je ne l'utilise pas, puis je ne paye pas. Eh bien, ça fait que la matière grise n'a pas priorité sur les déchets. Là, je pense qu'il faut vraiment garder. Puis c'est une loi, là. C'est provincial, l'éducation. Fait que ça veut dire qu'il faut facturer les gens pour ne pas pénaliser ceux qui l'utilisent. On diminue la qualité du service pour des raisons qu'on ne comprend pas. Ça va être dur, mais ce n'est pas à la MRC de le faire. Le ministère de l'Éducation doit mettre ses culottes puis respecter
les gens du milieu. On a des jeunes qui ont de la difficulté, pas tous, puis ceux qui n'ont. Si seulement on sauve 2 décrocheurs par année, on fait beaucoup d'argent. Mais on respecte la loi. Merci, M. Lepage. On passe maintenant à l'environnement. Afin d'offrir une qualité de vie à nos générations futures et dans le but de préserver nos ressources naturelles, il y a certains citoyens et citoyennes qui s'inquiètent de la qualité de nos cours d'eau et qui s'interrogent sur l'impact environnemental aussi qu'aurait l'implantation de mini-centrales hydroélectriques. Quels sont les enjeux environnementaux qui vous préoccupent le plus? Madame Bolduc. Évidemment, l'eau potable. Tu ne peux pas avoir travaillé au ministère de l'Environnement pour ne pas être interpellé par ça. L'eau potable, la protection des cours d'eau. Je suis aussi un peu interpellée par les changements climatiques. Mais il y a une priorité à accorder et la MRC peut jouer un rôle au niveau de la protection des cours d'eau et au niveau de l'approvisionnement en eau potable. Alors, concentrons-nous là-dessus. Pour les approvisionnements en eau potable, il y a encore des municipalités dont les rejets d'eau usée vont dans les cours d'eau directement. Il y a une réglementation qui dit qu'en 2020, ces municipalités-là devront être aux normes. Il faut s'assurer non seulement qu'elles le soient, mais aussi de les accompagner pour qu'elles le soient. Souvent, ces approvisionnements en eau potable, les approvisionnements des municipalités en eau potable sont pris dans des cours d'eau. Ici, au Témiscamingue, c'est en majorité des eaux souterraines, mais il y a des municipalités, Anglier et d'autres, qui seront menacées, qui sont déjà ou qui seront menacées pour l'eau potable. Alors, la captation de l'eau potable, la protection des sources d'eau, l'utilisation de bandes riveraines appropriées pour toutes les activités, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient forestières, qu'elles soient de tourisme, qu'elles soient de villégiature, la protection des bandes riveraines est nécessaire. Je vous demande de conclure. Et la MRC peut agir dans ce contexte-là. Merci, Mme Bolduc. La parole est à M. Barry. Oui. Il faut protéger les lacs, ça c'est sûr et certain. Moi, je reste devant eux, puis on y tient à cœur. Les cours d'eau, ceux qui allaient à la chasse, photos qui ramènent le déchet, parce que sans ça, on ne pourra plus y aller. C'est pour la future relève, faire attention. Il faut qu'eux autres aussi l'aient. C'est une richesse, qu'est-ce qu'on a. Puis l'eau potable, ça fait Andlier, ça fait X années. Ça fait 15 ans que je suis là comme commerce, puis ça fait 15 ans que j'ai de l'eau. La seule, Belle-Terre non plus, ils n'ont pas. Mais tous les députés qui ont passé, ils l'ont tout promis. Que ça s'aille n'importe quel, vous pouvez juste passer à n'importe quel. Fait que là, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir des élections au fédéral pour au provincial. Au provincial pour au fédéral. Peut-être qu'ils vont leur promettre. Fait là, comme c'est là, ils ont mis juste comme Andlier. Là, ils te donnent une cruche d'eau par semaine. Mais une cruche d'eau, quand tu as un restaurant, qu'est-ce que tu veux faire? Mais il faut toujours... Comme c'est là, ils ont mis un gros plaster sur le problème. Fait qu'ils attendent juste qu'avoir des élections, ils vont repromettre encore, puis là, le bateau va s'emplir. Merci, monsieur. On y va avec M. Lepage. La protection des eaux au Témiscamingue, c'est une priorité, évidemment, comme tant d'autres. Pour y arriver, Mme Bolduc l'a dit, des bordures forestières, on nous les avait promis, ça semble avoir tombé à l'eau, mais il faut remettre ça à l'ordre du jour. Également, il faudra étudier avec une rigueur monastique les projets qu'on nous présente. Je vais donner comme exemple, on prévoyait faire l'épandage d'animaux morts après compostage, animaux complets, dans nos beaux champs de culture. Moi, je ne suis pas rendu là. J'aime les céréales, mais jusqu'à quel point il faut étendre des animaux morts dans le champ. C'est ça, quand je parle de rigueur, là, il va falloir que ce soit plus que rigueur. L'économie, c'est correct, mais il va falloir y mettre des balises, parce qu'on ne peut pas sacrifier notre eau. Nos dépotoirs en tranchées que le ministère nous avait donné l'autorisation sont à veille de faire explosion. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est sur des esquerres, là. On ne rit pas, là. Sur des esquerres.
Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Merci, Monsieur Lepage. La parole est à Monsieur Bernard Flébus. L'eau. On est dans un pays d'eau. Hein. Quand on survole la région, il y a de l'eau, de l'eau. Effectivement, il y a des municipalités qui ne sont pas encore conformes, hein, qui mettent les rejets directement dans les lacs. On a des endroits dans les campagnes où on essaye, comment je dirais, il y a eu des solutions proposées par le gouvernement, hein, de mettre des champs d'épuration à 40 quelques mille dollars qui ne fonctionnent pas ici l'hiver. Donc, il faut faire attention au mur à mur. On a des petits villages, beaucoup, hein, qui n'ont pas de système de champs d'épuration. Je regardais dernièrement sur le web les champs de peupliers. Ça peut être une solution pour des villages de 200 habitants à 500 habitants. Donc, au lieu de ramasser toutes les matières, on pourrait en même temps avoir du bois. Hein, pour M. Barry, là, entre autres, il voulait du bois tantôt. Mais comment je vous dirais, il y a des solutions qui peuvent être simples, qui pourraient être adaptées à notre région. À propos des centrales, les mini-centrales, j'ai vu des projets. Il y a des projets qui y vont au fil de l'eau, qu'on appelle. On n'est pas obligé de jouer avec les hauteurs d'eau. Donc, il faut aller vers ce type de mini-centrale. Merci. Les candidats peuvent maintenant adresser une question au candidat de leur choix en lien avec l'environnement. Madame Bolduc, la parole est à vous. Moi, j'adresse ma question à M. Lepage. J'aimerais vous entendre, M. Lepage. L'environnement et l'agriculture biologique, c'est assez associé. Vous le voyez comment, le développement et le déploiement des entreprises agricoles biologiques sur le territoire du Témiscamingue? Oh mon Dieu, peut-être que je vais rêver, mais je le souhaite. Il y en a déjà qui ont commencé, qui ont fait le pas. On attendait parler que le chanvre, une culture toute nouvelle, qui fait son apparition. Moi, il y a des budgets déjà disponibles. Les gens le savent plus ou moins. Ça prend évidemment de l'information, beaucoup d'informations. Il va y avoir aussi des transfuges qui, présentement, font de l'agriculture chimique, qui vont transférer. C'est un choix de société qu'on a à faire. Je pense que c'est facile au Témiscamingue de le faire parce que tout est à faire. L'autre modèle est en train de tomber. Fait que celui-là, il ne faut pas manquer le bateau. Puis moi, personnellement, je vais travailler là, jour et nuit pour m'en venir. C'est la seule solution. On règle un paquet de problèmes. Merci, M. Lepage. M. Barry, vous avez 15 secondes pour poser une question sur l'environnement au candidat de votre choix. OK, Madame Bolduc. C'est pour l'éco-centre de Fabre. Il y en a du beau, là. Mais qu'est-ce qu'on pourra faire? Parce que c'est pas éternel, ça. C'est où qu'on va mettre les déchets après? Moi, je suis toujours étonnée qu'on me parle de « on va les remplir, nos écocentres ». La solution, c'est pas dans le recyclage, c'est un peu dans le compostage, mais c'est aussi dans la façon dont on va agir. Puis il faut avoir une perspective à long terme. Je suis tannée d'entendre parler des centres de récupération. C'est ce qu'on consomme, c'est notre mode de consommation qui est le plus embêtant pour tous ces centres-là. On ne peut pas parler aux gens en disant « bien là, il faut miser sur un sous-développement économique », mais il reste qu'on a perdu cette notion-là de récupération et de réutilisation de ce qu'on fait. Quand on parle de remplir les écocentres, ça me renverse. On avait la cueillette des ordures, des encombrants la semaine passée. C'est incroyable ce qu'on voit sur le bord du chemin. On est consommateur. Et ça, il faudra en prendre connaissance parce qu'on se nuit nous-mêmes. Et surtout qu'on consomme ce qui vient de la Chine, ce qui ne coûte pas cher à produire et ce qui ne dure pas longtemps. On contribue à la pollution. Merci, Mme Bolduc. Monsieur Gilles Lepage, c'est à vous de poser une question. Sur l'environnement? Oui, au candidat de votre choix, vous avez 15 secondes. Je vais la poser à Mme Bolduc également, pour ses connaissances au niveau du ministère de l'Environnement. À court terme, pour résoudre le problème
l'infiltration des dépôts en tranchées, vous suggériez quoi? Mais vous ne demandez pas de faire des miracles, parce que le mal est déjà fait. Mais il faut faire de quoi? Vous suggérez quoi? Pour les dépôts en tranchée, effectivement, quand j'y étais au ministère de l'Environnement, il devait être fermé en 2007. Alors, c'est assez clair qu'on est, on est un peu, s'il en existe encore, on est un peu en retard. Non, c'est pas dans ce sens-là. Ceux qui sont fermés... Ils coulent actuellement. Okay. Il y a évidemment un problème là. Récupérer et composter, est-ce que c'est la solution? Je ne suis pas convaincue qu'on peut tout récupérer. Et il y a effectivement une contamination de la nappe phréatique qui est à craindre. Est-ce que accélérer le compostage serait une solution? Dans le nord, à Raglan, c'est ce qu'ils font. Ils vont caper et capter dans des biodisques les matières putrescibles pour accélérer la décomposition et fabriquer de la matière organique qui pourrait être utilisée autrement. Mais sur les dégâts environnementaux qui ont déjà été causés, les solutions, elles vont être de moyen et long terme. Elles ne sont pas à court terme. Merci, Mme Bolduc. Monsieur Flébus. Moi, j'ai une question pour M. Lepage. Votre position sur les mini-centrales, c'est quoi? Oh mon Dieu, on ne peut pas présentement faire un tel déficit. On va prendre, parce que l'hydro arrête d'électricité, oui, il y a un acheteur, il arrête à perte à partir de notre carte de crédit. Bon, mais là, on ne peut quand même pas appuyer une telle politique, là. Uniquement, on va prendre des chiffres sûrs. Le turbo-alternateur de Tembec, il nous coûte 4,9 sous du kilowatt de déficit que vous payez tous. Moi, par exemple, je ne veux pas que le gouvernement mette ça dans ses poches. Je veux éviter de continuer à faire des projets à perte, que cet argent-là, qu'on va récupérer au lieu de faire une perte, on va l'investir. La Témiscamingue n'a plus le choix. Pour se payer les services essentiels, on ne peut plus embarquer dans la petite politique. C'est ça ma position, puis je vais la maintenir jusqu'au fond. Puis lorsque le projet se rentabilisera par lui-même, on va embarquer. Vous allez voir. Mais comme c'est là, c'est des projets à perte, puis c'est à la grandeur du Québec. Merci, M. Lepage. C'est vraiment frustrant parce qu'il y a des choses qui se disent avec lesquelles on pourrait argumenter et on ne peut pas le faire. Le fonctionnement est celui-là, et les règles, vous avez été acheminées et elles avaient été acceptées, ces règles-là. Totalement, mais oui. Il y a des débats qui seraient très intéressants à tenir, pas seulement pour nous, pour toute la salle, je suis d'accord avec vous, mais il fallait se limiter dans une façon de faire qui est celle que vous avez acceptée. On peut en faire un? Oui, effectivement. Mais ceci étant dit, on va passer... Donc, il y a peut-être une volonté d'en refaire un autre. On a reçu, ça sera la dernière question. Après. Restez, on en fait un autre après. L'invitation lancée. Donc, on a reçu une question en lien avec le fonctionnement de la MRC et la gouvernance. Ce sera votre dernière question. La voici. Le Témiscamingue compte actuellement plus de 150 élus qui sont répartis dans 20 conseils municipaux, un comité municipal et 4 conseils de bande pour une population d'environ 16 300 personnes. Les responsabilités qui incombent au monde municipal sont de plus en plus grandes et requièrent des connaissances de plus en plus pointues. Les municipalités de la Verlechère et Anguilly ont entrepris, on le sait, un processus de fusion. Il y a plusieurs postes de conseillers municipaux qui viennent d'être comblés sans opposition. Certains sont restés libres. Croyez-vous que le futur du Témiscamingue passe par les fusions? Et combien de municipalités devrait compter le Témiscamingue? Monsieur Gilles Lepage. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de perdre aucune municipalité. Les fusions vont tuer toute l'activité sociale, communautaire de certaines municipalités. Fait que c'est la mort automatique. Je ne crois pas qu'une municipalité va aller créer de l'activité dans un autre. Si on parle économiquement, on pourrait faire quelques gains, mais là, est-ce qu'on peut complètement... Au moins, là, il y a un peu de mémorable, il y a un petit peu d'activité, on revient aux boutiques de forge, puis ça crée de l'activité. Là, on va le perdre, ça.
Fait que les gens du village n'auront plus d'occasion de se réunir. Fait que les fusions au Témiscamingue, pour l'instant, on met ça de côté. On structure toute l'économie du Témiscamingue, puis après ça, on verra. Le manque d'intérêt se fait sentir aussi à la table des maires. Là, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais lorsqu'on voit des gens qui sont ni élus dans leur municipalité parce qu'il n'y a pas d'opposition, puis qui se retrouvent, qui dirigent une région, puis qui ont plus ou moins d'intérêt, ça crée là, une démocratie un peu boiteuse. Merci, M. Lepage. La parole est à M. Bernard Flébus. 150 élus, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Moi, je vais vous dire, 150 élus, regardez leur salaire. Ces gens-là, ça implique qu'il y a des maires là, qui touchent, je sais pas moi, 2 000 à 3 000 $ par année. C'est sûr qu'il y a tout le côté service à la population. Il y a toute une équation là, qui est vraiment un peu complexe. Mais je dis souvent, le jour où on va enlever ces élus-là qui, le soir, prennent leur tracteur pour aller déneiger ou qui font plein de choses pour, je dirais, dépanner leur municipalité, là, on va se retrouver à payer du monde pour le faire. Donc, le coût, l'histoire que 150 élus coûtent cher à la population, ça, c'est peut-être à revalider. Il faut toujours laisser aux municipalités le choix de savoir si elles veulent se regrouper ou non. C'est sûr que peut-être que dans un meilleur des mondes, un jour, 4 secteurs seraient idéal. Mais je regarde Anglier avec la Verlochère et au début, il y avait Saint-Eugène avec eux. Laissons les gens qui sont dans les villages décider entre eux. Et je pense qu'actuellement, on a tous les yeux rivés sur ce qui se passe à Anglier et la Verlochère. Est-ce que ça va avoir un effet de contamination? Je ne le sais pas. On va voir. Mais c'est vraiment au village. Ce n'est pas au préfet de dire « toi, tu te regroupes avec toi ». Mais merci, M. Flébus. La parole est à M. Barry. Oui, les fusions. Moi, je compte ça. Il faut trouver quelque chose. Il faut arriver à la tête des maires. On est 21, je pense. Maires. Mais il faut tous s'asseoir ensemble. Puis trouver des solutions. Moi, je veux qu'Anglier reste Anglier. Je veux que la Verlochère reste la Verlochère. Fait que si on commence à brosser sur un bord ou sur l'autre, il va y avoir la chicane certain. Moi, je paye moins de taxes que toi. Toi, t'en payes plus. Ça va tout. C'est sûr que ça ne sera pas égal pour tout le monde. C'est ça que j'aime pas. Fait que on fait notre partie de chemin, mais t'aurais pu d'en faire plus. Bon, mais c'est tout. Selon moi, ça ira pas bien. Fait qu'ils peuvent l'essayer. On va peut-être le savoir avec un référendum, avec quelque chose de même. Mais ça me surprendra que ça fonctionne. Merci. Merci. La parole est à Mme Bolduc. J'ai dit depuis longtemps, quand on parlait de fusion Témiscamingue, que ça devait appartenir aux communautés comme décision, que ça doit venir de la base, que ça doit venir des communautés. Mais vous posez la question de gouvernance, et moi j'interpelle le citoyen, la citoyenne, dans son milieu de vie. La gouvernance, c'est juste une façon de gérer, de faire la gestion des arbitrages nécessaires pour vivre ensemble. C'est une façon de générer des équilibres. Mais au-delà de ça, le fait qu'il n'y ait pas d'élection pour des postes de maire ou de conseiller, qu'il y ait manque de conseillers, moi, j'interpelle les citoyens et les citoyennes. Mêlez-vous de vos affaires, votre milieu de vie, c'est à vous, c'est votre village, c'est votre communauté. Ce n'est pas une question de trop de personnes, ce n'est pas une question d'un village ou d'une ville contre un autre ou une autre. C'est une question de citoyens. C'est une question de s'occuper de nous, de s'occuper de nos affaires, de réfléchir ensemble, de gérer les équilibres nécessaires. Est-ce que le Témiscamingue a trop d'élus? Je ne le pense pas. Je suis convaincue que ce sont des gens dédiés à leur milieu. Est-ce que le Témiscamingue a trop de villages? Je ne le pense pas non plus. C'est une belle façon d'occuper, d'habiter notre territoire. Merci, Mme Bolduc. Les candidats ont maintenant 90 secondes pour nous adresser leur mot de la fin. Et selon le tirage au sort qui a été fait précédemment, je cède la parole à M. Gilles Lepage. L'heure des choix est arrivée. Doit-on investir dans la santé, dans l'éducation, dans l'environnement,
ou bien l'on gaspille l'argent des contribuables à produire de l'électricité qu'on ne peut vendre à juste prix, entraînant une perte de plusieurs millions qui sera refacturée aux abonnés d'Hydro-Québec. En d'autres termes, à vous. Où commence et où s'arrête l'économie sociale? Ces millions pourraient être investis dans des projets structurants, services à domicile pour les personnes âgées ou handicapées, programmes d'investissement en sylviculture, programmes d'investissement pour établir de jeunes producteurs, productrices dans la culture biologique, traitement des eaux. À l'invitation de la SDT, dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique, M. Bernier a sonné l'alarme. La population s'est exprimée. Il est temps d'étudier leurs recommandations et voir à les appliquer dans la mesure du possible. Je vous offre humblement mes services pour défendre vos préoccupations à la table des maires. Je l'ai fait par le passé, mais profonde conviction m'amène à être réaliste et lucide. Le 5 novembre, le choix n'est pas si clair que ça au Témiscamingue. Votez Gilles Lepage. Merci, M. Lepage. La parole est maintenant à M. Bernard Flébus. Moi, ça va être moins drôle. Mesdames et messieurs, je suis arrivé il y a 28 ans sur la ferme de mes parents à Béarn. J'ai travaillé sur la ferme. J'ai travaillé aussi comme commis d'épicerie dans un supermarché et c'est là que j'ai appris à connaître les Témiscamiens. Depuis 28 ans, je me suis impliqué dans la culture avec la première biennale d'art miniature, dans le scolaire, dans l'agroalimentaire avec différentes entreprises, avec la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord-est ontarien, un petit peu dans la politique provinciale et beaucoup dans la politique municipale. Je suis intègre, honnête, courageux, à l'écoute. Je m'entoure toujours des bonnes personnes pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Tout seul, on va vite, ensemble, on va loin. Donc, le 5 novembre, je vous engage à voter pour moi. Vous ne le regretterez pas. Merci. Merci, M. Flébus. La parole est à M. Ronald de Barry. Oui, je veux remercier tous les gens qui se sont déplacés ce soir, la radio, la TV, pour le débat. Moi, c'est sûr que pour la première année, je ne touche pas aux taxes. J'entends le monde chialer. Les taxes sont trop hautes. Les taxes de poubelle, ils montent. Les taxes d'abri sommaire, les camps de chasse, ils ont doublé. Si on veut attirer des gens à venir s'établir au Témiscamingue, il faut lâcher les taxes tranquilles, en espérant de ne pas toucher aux services et faire un bon budget équilibré pour que les municipalités et les citoyens et citoyennes se disent heureux de leur MRC. C'est avec le temps qu'on bâtit, mais il faut commencer. Je parle aux candidats. C'est plus facile de faire des beaux discours que régler les problèmes. Moi, je dis, si on travaille tout en... Excusez-moi. Je vous demanderai votre attention, s'il vous plaît. Il vous reste quelques secondes, M. Barry, pour clore. Moi, je dis, si on travaille tout ensemble, les municipalités, les citoyens et citoyennes, on va arriver à vivre dans un Témiscamingue fort et uni. Le 5 novembre, l'avenir du Témiscamingue, c'est Ronald Berry. Je vote. Vous ne serez pas déçus. Merci de votre appui. Merci, M. Barry. La parole est maintenant à Mme Claire Bolduc. Ce soir, on a évoqué, à la lumière des questions qui nous ont été adressées, plusieurs enjeux du Témiscamingue. On a pu mettre de l'avant des solutions, des vraies solutions. J'aurais pas pensé, il y a seulement 1 an, que toutes mes expériences de travail pourraient vraiment contribuer à développer mon milieu, à améliorer la qualité de vie des citoyens. Que ce soit en environnement, que ce soit en agriculture, que ce soit en ruralité, que ce soit en justice sociale, que ce soit pour les régions. J'ai une longue feuille de route de réalisation, de discours, mais de réalisation. De réalisations qui sont faites à partir d'un travail d'équipe avec des vrais partenariats. J'ai prouvé ma capacité d'écoute. Écouter, ça veut dire entendre, comprendre et déterminer les meilleures actions possibles.
J'ai prouvé ma capacité de concerter les gens et de trouver des solutions. Je reste convaincue que pour le Témiscamingue, la solidarité, c'est la clé de nos succès futurs. Je reste convaincue que le respect et la concertation, ce seront nos meilleurs outils. I wish I'd had an English question, but no problem. Wednesday, I will be in Témiscamingue, and next week also. So just came in, I hope I'll have the chance to discuss with you. Merci beaucoup. Et plus que jamais pour le Témiscamingue, le choix est clair. Vous pouvez applaudir les... Le consortium des médias témiscamiens, composé du journal Le Reflet, des télévisions communautaires Témiscamingue-Kipawa, TV Témis et CKVM, vous remercie, les candidats à la préfecture, d'avoir accepté notre invitation pour ce débat de ce soir. Nous tenons également à remercier les gens qui se sont déplacés, qui étaient fort nombreux. Merci. Pour assister en direct au débat de ce soir. C'est un bel exemple de participation citoyenne, votre présence. J'espère que le débat vous a permis de mieux connaître les candidats à la préfecture. Ça vous a peut-être permis de faire votre choix en vue des élections du 5 novembre prochain. Et les gens qui voudraient revoir le débat pourront le faire via les télévisions communautaires de Témiscamingue, Kipawa, TV Témis. En terminant, je vous rappelle l'importance d'aller voter le 5 novembre prochain parce que ne pas utiliser son droit de vote, c'est rendre inutile la démocratie. Parce qu'aussi, c'est notre devoir de citoyen. Et le droit de vote, c'est un droit formidable de pouvoir s'exprimer librement. Et ça, ça n'a pas de prix. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.